Bonsoir Benoît Grémard et merci d'être là. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense à l'Université de Lyon. On a bien compris l'explication limpide de Tiffaine, c'est un nœud logistique et au fond c'est un combat qui semble un peu perdu d'avance pour les Ukrainiens parce que quand on regarde le rapport de force, un soldat ukrainien pour 8 soldats russes, on parle de centaines de milliers de soldats russes. Alors, il faut être prudent avec les chiffres. Ça, c'est les Ukrainiens qui disent qu'ils sont très nombreux. Qui croire? Parce qu'il y a deux narratifs. Encerclement de la ville de Pokrovsk avec cette stratégie des petites coupures ou des forces spéciales sur le terrain ukrainien qui viendraient empêcher encore que ce bastion ne tombe. Chacun fait acte de communication dans ce conflit, c'est-à-dire que les forces ukrainiennes sont là pour justement à la fois soutenir leur population moralement, mais également aussi appeler leurs alliés à l'aide, tout en ne paraissant pas en fait avoir totalement perdu la ville. Et, à côté, et en parallèle, vous avez Vladimir Poutine avec un autre axe de communication, c'est-à-dire l'encerclement, donc la prochaine victoire, et donc débloquer ce verrou pour justement lui permettre après d'étendre un peu plus son action au niveau de l'Ouest. C'est ça, pour bien comprendre, si Pokrovsk tombe, alors c'est l'ouverture possible vers la reprise complète du Donbass des deux provinces, oui. Annexion Luhansk et Donetsk. Absolument, et même on peut aussi aller imaginer un peu plus loin. Vous avez aussi la ville de Kramatorsk qui est un peu plus en fait au nord, celle qui a le siège du commandement des forces terrestres de tout l'est de l'Ukraine. Donc ce serait en fait un sacré coup gagnant pour Vladimir Poutine. Revenons sur les Ukrainiens. Certes, ils n'avancent plus, Benoît Grémard, mais il y a quand même ces tirs jusqu'en Russie sur les infrastructures stratégiques, pétrole et gaz. Oui. Ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça touche profondément l'armée, puisqu'il y a besoin quand même de ces infrastructures pour fonctionner. Oui, absolument. L'idée aussi des Ukrainiens, c'est de pouvoir, notamment en appuyant sur, en attaquant les bassins des approvisionnements pétroliers, essayer, si ce n'est de faire reculer Vladimir Poutine, c'est illusoire, mais au moins montrer déjà à son propre peuple et aux alliés occidentaux que, à l'instar de l'opération Toile d'araignée qui avait lieu au mois de juin, que l'Ukraine en fait est encore pleine de ressources, qu'elle a des forces spéciales qui peuvent contre-attaquer et tenir en fait et faire des opérations complexes. Alors, parce qu'évidemment, comme les négociations peuvent avoir lieu à tout moment, Poutine, lui, veut négocier à son avantage. Donc, s'il gagne Pokrovsk, c'est à partir de la ligne de Pokrovsk, inclus côté russe. Mais l'analyse de Richard Verly, pour l'instant, hein. Pour l'instant, non, il balade tout le monde. Mais est-ce que cette conjonction, la chute, je mets des guillemets, des précautions de conditionnel, mais qui pourrait avoir lieu de cette ville, et puis des livraisons simultanées de missiles en profondeur, est-ce que vous avez la même lecture qui pourrait accélérer les négociations? Oui, puisqu'elle pourrait en fait s'inscrire dans une sorte de scénario prospectif à la Corée, c'est-à-dire un statu quo, on bloquerait la situation avec une ligne de démarcation qui serait démilitarisée, où d'un côté, nous avons en fait, donc avec les Tomahawks et les Américains, une possibilité de frappe en profondeur pour toucher de manière beaucoup plus agressive le territoire russe. D'un autre côté, un Vladimir Poutine qui a obtenu, je dirais, son premier round, enfin son deuxième si on compte la Crimée, qui permet justement d'avoir notamment tout le sud et l'est de l'Ukraine comme il le souhaitait, notamment dans son projet Nouvelle-Russie. Et l'Europe dans tout ça? J'ai vu que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, voulait accentuer la pression. Comment, concrètement, est-ce qu'on continue à livrer davantage, plus? Est-ce que, justement, on peut imaginer que les sanctions, à un moment donné, on parlait de la situation économique en Russie, aient des effets critiques sur la société russe et donc sur son armée? Côté ukrainien, l'espoir, c'est l'utilisation des avoirs gelés de la Russie. Il y a eu une discussion récemment. Les Belges qui sont dépositaires d'une partie de ces avoirs ils sont assez hostiles, évidemment. Ça enverrait un message juridique aussi un peu troublé. Mais voilà, c'est sur le front financier et humain que les Européens peuvent continuer à agir. Ils n'ont pas la main sur le chapitre diplomatique, donc leur rôle, il consiste effectivement à soutenir avec des armes, avec de l'argent, à soutenir les Ukrainiens et à les encourager. La place de l'Europe? Écoutez, sur le plan purement militaire, et là encore, vous suivez ces choses encore de plus près que moi, vous avez vu les Européens là se précipiter au secours de Pokrovsk? Au moment où on parle, vous voyez les Européens livrés en masse? Ce serait possible. Je rappelle que les Allemands ont des missiles longue portée qui s'appellent les Taurus, qu'ils n'ont toujours pas livrés à l'Ukraine. Vous les voyez en ce moment les déployer? Non. Donc la réponse, elle est simple. Les Européens d'une manière générale, je ne dis pas qu'ils se préparent à la chute de Pokrovsk. Mais parce que les Européens sont coincés par deux choses. D'abord, ils ont une vraie question de stock.
Ça, c'est je dirais, immobilise au moment où il y a cette menace russe. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont la liaison avec Washington au téléphone. Et quoi qu'ils en disent, les Européens ne font aujourd'hui que ce que Donald Trump leur autorise à faire. C'est ça la réalité sur le terrain. C'est lui qui commande, encore et toujours. Et imaginez une émancipation, puisque maintenant l'heure est au réarmement. On le voit déjà en Europe quand même, en matière de défense anti-drone. On ne pourrait pas mener une politique un peu plus offensive pour l'Ukraine? On pourrait, si on avait les moyens de la faire et si on l'avait mise en place en fait quelques années précédemment, au moins en 2022, si ce n'est en fait en 2014. C'est-à-dire qu'il faut rebâtir en fait toute une économie de guerre avec beaucoup plus d'industrie pour être à la fois justement indépendant et souverain en termes justement de production du matériel de guerre, au lieu justement d'avoir pendant 30 ans et les dividendes de la paix. Ce n'est qu'après, une fois fort, on sera crédible. Oui, on pourrait être autonome d'une certaine façon les mots des de certains États-Unis. politiques, voilà, pour être craint, il faut être fort, mais il faut aussi avoir les moyens de tenir en fait dans la longueur et donc avoir à la fois le matériel et les hommes nécessaires pour affronter justement ce type de danger. Le conflit en Ukraine n'était pas aussi facile, dit-il, à résoudre que ce qu'il espérait. Il a estimé que Vladimir Poutine l'avait vraiment laissé tomber, ce sont ses termes, en choisissant de poursuivre les hostilités. C'est toujours la même question. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est tenu, ce Donald Trump, par Vladimir Poutine? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il a ces mots, on m'a laissé tomber, enfin, c'est la première puissance mondiale. Disons que, comme il recherche le prix Nobel de la paix, il essaie d'avoir en fait le plus d'amis et de résoudre le plus de conflits possible. Sauf que le conflit ukrainien en fait est beaucoup plus complexe. Il a affaire en fait à un personnage qui est Vladimir Poutine, qui a une logique de fond qui est au pouvoir depuis plus de 25 ans et qui sait justement exactement ce qu'il veut faire et qui s'en donne les moyens. Donald Trump est un négociateur. Ça lui réussit parfois, mais il a en face de lui en fait une autre personnalité qui fait moins le jeu de la négociation. Merci. On va s'arrêter là. On comprend que c'est important ce qui est en train de se jouer dans cette ville à l'est du Donbass. Merci beaucoup, Monsieur Grémard. Merci, Huguette. Et merci à vous, Richard Verly. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, messieurs, quand vous le souhaitez.